Nous nous retrouvons dans Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité politique, économique, mais surtout financière. Avec 3 experts à nos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Forest. Bonjour Nicolas Forest. Bonjour. Vous êtes directeur des investissements de Candriam. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Didier Borowski. Bonjour Didier Borowski. Bonjour Nicolas. Responsable recherche politique macro chez Amundi Investment Institute. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Enguerrand Artaz. Bonjour Enguerrand Artaz. Bonjour Nicolas. Stratégiste et gérant au sein de la financière de l'Échiquier. Tiens, commençons avec vous, Enguerrand Artaz, peut-être un petit mot de ce qui se passe en France. De nouveau plus haut sur le CAC 40, alors que hier S&P dégradait la note de la France, alors qu'on a des questionnements budgétaires, gouvernementaux. Il semblerait que finalement on ne regarde que du côté des entreprises à l'heure actuelle. La moindre bonne nouvelle continue à porter les indices ? Oui, alors deux choses. Bon, d'abord, je pense que la situation politique, ça y est, les marchés sont habitués, c'est plus un sujet. Ça fait déjà un moment que les marchés ont intégré que politiquement, la France était compliquée, pour pas dire plus. Donc, les nouveaux développements changent pas tellement la donne. D'autant que là, on a un gouvernement qui va tenir a priori un peu plus d'une semaine. Donc, normalement, ça devrait, en tout cas, ça amène un minimum de stabilité. En tout cas, c'est pas ce qui fait bouger les marchés. Concernant la dégradation de la note, pareil, j'ai envie de dire, là, sur ce coup-là, les agences de notation arrivent un peu après la bataille. Les marchés ont déjà pricé. Presque, quand on regarde par rapport au spread, alors versus Allemagne, mais même versus les autres pays, notamment l'Italie ou l'Espagne, finalement, la France trade presque comme si elle était déjà notée triple B, quasiment. Donc, en fait, c'est plus du tout un sujet. Les agences de notation ne font que valider une situation que les marchés ont déjà intégrée depuis longtemps. Donc pareil, ça n'apporte pas de nouvelles informations. Et donc, finalement, c'est le reste de l'actualité, notamment l'actualité de micro, qui alimente la dynamique des indices. Et on parlait effectivement de certains résultats qu'on a aujourd'hui. Cas d'Edenred, qui est assez emblématique, je trouve, de ce qu'on voit sur cette période de résultats. C'est-à-dire qu'autant les résultats du deuxième trimestre, globalement, ce qu'on appelle le price action, c'est-à-dire la réaction des marchés par rapport aux résultats, était assez dur. Les bons résultats n'étaient pas beaucoup encouragés. Les mauvais résultats étaient très fortement sanctionnés. C'est un petit peu l'inverse pour l'instant, c'est une période de résultats. Les price actions sont plutôt bons. Et là, quand on a le cas, par exemple, comme Edenred, c'est le mix parfait, parce qu'on a des résultats meilleurs, une guidance meilleure, et c'est un titre sur lequel il y avait quand même beaucoup de ce qu'on appelle de short interest, donc de positionnement vendeur. Donc on a des bonnes nouvelles sur un titre qui est plutôt délaissé par les marchés. Et donc tout de suite, ça a des réactions, ça pousse à des réactions positives assez fortes. Donc c'est ça finalement qui tient et qui pousse le CAC sur des nouveaux plus hauts. Le reste de l'actualité française ne joue pas tellement à l'heure actuelle. Nicolas Forest, derrière ce sujet CAC 40, il y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est les marchés ont-ils envie de voir uniquement des bonnes nouvelles à l'heure actuelle, ou sont-ils friands de bonnes nouvelles, comme nous le disait Enguerrand Artaz, d'une certaine manière ? C'est-à-dire qu'on a effectivement des situations économiques ou géopolitiques qui ne sont pas toujours au beau fixe, et on a des indices, que ce soit ici, là, sur le CAC 40 en France, mais aussi aux États-Unis, qui sont au plus haut et qui semblent saluer la moindre bonne nouvelle que l'on peut voir en matière de micro. Je prends l'exemple d'Apple, qui n'a pas encore publié ses résultats, mais on salue les 10 premiers jours de commercialisation du dernier iPhone, par exemple. A-t-on besoin de bonnes nouvelles sur les marchés pour continuer à alimenter la hausse ? Non, je rejoins ce que vous me dites et ce que vous dites, à savoir que comme sur les 2-3 dernières semaines, sans être un annonceur ou rappeler les mauvaises nouvelles, mais néanmoins, il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles, il y a eu pas mal de petites mauvaises nouvelles, on va dire. Le shutdown aux États-Unis, qui est quand même assez long et qui coûte par semaine environ 0,1%, je crois, du PIB en rythme quarterly. Mais il y a un effet de rattrapage ensuite. Donc, pas surtout. Quand un musée est fermé, on n'y va pas, on n'y va pas plus ou 2 fois. Mais bon, ça a un impact. Il y a des agences de notation qui downgrade. Alors, je ne suis pas tellement d'accord avec vous sur le triple B, mais enfin, on est singlé sur la France. C'est quand même pas vraiment une super nouvelle. Et puis, il y a eu quelques signaux quand même un petit peu embêtants sur la dette privée, avec quelques défauts et quelques signaux un peu bottom-up, un peu spécifiques, qui pourraient être inquiétants. Puis aussi les banques régionales américaines, qui ont peut-être fait l'objet déjà de discussions hier ou la semaine passée, qui sont aussi un petit peu inquiétantes. Et malgré tout cela, vous avez raison de dire, le marché ne retient que les bonnes nouvelles et le marché a envie de monter. Si on prend le sujet des banques régionales, l'inquiétude a duré quoi ? 24-48 heures ? Donc en effet, aujourd'hui, les inquiétudes, le marché
est dans une phase assez positive. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on est constructif. Alors, comment expliquer cela ? Il y a certainement des raisons macroéconomiques, un environnement monétaire sans doute positif. Je crois déjà, techniquement, quand on regarde les Bull-Bear ratios, quand on regarde les ratios de liquidité, d'un point de vue technique, les investisseurs ne sont pas super longs. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas d'investisseurs qui sont extrêmement longs dans nous, ce qu'on regarde. Ça dépend évidemment des thématiques, mais il y a un positionnement qui est quand même relativement équilibré. L'autre point, je pense qu'il y a des attentes de la part de la politique monétaire et des politiques monétaires plutôt accommodantes, avec la semaine prochaine une banque centrale américaine qui devrait baisser les taux. D'accord. Et donc ça, c'est comme un levier depuis Jackson Hole. En somme, le game changer, c'est Jackson Hole. Quand Jay Powell ouvre la porte à des baisses de taux et des nouvelles baisses de taux qui vont arriver à partir de la semaine prochaine, c'est aussi une bulle d'oxygène. Et puis, le juge de paix, et c'est ce que vous avez dit, ce sont les résultats. Ça, c'est un peu le point clé, et ce qu'on va attendre avec impatience et attention. Ce sont les résultats, notamment, des entreprises technologiques et liées autour de l'IA, qui effectivement étaient un peu alors, je ne vais pas dire bulle, parce que c'est à la mode. Euphorie. Mais l'euphorie et le juge de paix, ce sont les résultats. Mais donc, c'est vrai que quand on met tout ça ensemble, on est plutôt, pour l'instant, sur des techniques, du momentum, qui est très positif, qui reste positif, et un environnement, voilà. Après, on n'a pas beaucoup de données non plus macroéconomiques. Bien sûr. Je crois qu'on n'aura que l'inflation aux États-Unis ce vendredi. Donc, on a peu de nouvelles économiques. Et voilà. Donc, aujourd'hui, ce ne sont pas ces nouvelles-là qui sont à même de faire retourner le marché. Et somme toute, ces nouvelles-là que je vous ai citées, qui étaient un petit peu négatives, ce sont des points assez spécifiques. Ça ne fait pas une histoire, ça ne fait pas un ralentissement. On a pour l'instant des économies qui tiennent, tant aux États-Unis qu'en Europe, des politiques monétaires plutôt accommodantes et des résultats qui pourraient délivrer avec des investissements, notamment dans la technologie, qui sont extraordinaires. Un mot peut-être effectivement du sujet banque régionale la semaine dernière. Est-ce que ça témoigne quand même d'une certaine fébrilité ou d'une inquiétude du marché sur qu'est-ce qui potentiellement pourrait venir entraver la hausse, voire retourner le marché ? Oui, alors on peut toujours chercher quels sont les signes qui feraient retourner le marché. Il y en a plein. Macroéconomiquement, de façon plus microéconomique, il est vrai qu'on va regarder les banques régionales, le private credit. Il semble aussi que ce sont des points assez idiosyncratiques. Voilà. Après, vous avez entendu ce qu'a dit Jamie Dimon, je crois, à Washington. Bien sûr. Que quand il y a un cafard, il y en a rarement qu'un seul. Bon, on verra. Mais pour l'instant, il semble que ça soit assez jugulé. Ce qui est sûr... On n'est pas sur un épisode SVB, c'est le marché là. Non, c'est pas ça l'impression. Mais ce qui est sûr quand même, c'est que aux États-Unis, ce qu'on constate, c'est une croissance qui tient. Mais ce qui nous semble quand même, c'est que cette croissance, elle est assez atypique, tirée par des investissements à la hausse, un marché de l'emploi qui se retourne un petit peu, et sans aucun doute, un écart encore plus important entre les ménages riches et les ménages pauvres. Certains parlent de comment s'appelle recovery en cas ou autre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des ménages toujours plus riches, des entreprises qui vont bénéficier de l'IA, des gens qui bénéficient d'effets de richesse, et là, ça cartonne, ça fait favoriser sans doute la croissance américaine. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, quand on voit le taux de chômage des Noirs américains repart à la hausse, on voit des défauts sur des prêts aux automobiles, autoloans, donc il y a des ménages américains qui se déclarent quasiment en faillite pour ne pas rembourser leurs dettes parce qu'ils ont acheté une voiture. Oui. Et donc, ce sont ces ménages-là qui peuvent aussi avoir recours à certains crédits, à travers aussi peut-être des banques régionales qui peuvent être en difficulté. Et donc, il me semble qu'on est dans ce patchwork-là, mais qui ne fait pas pour l'instant de crise systémique aux États-Unis, avec une banque centrale qui va baisser les taux et aussi, j'arrête là, qui va peut-être aussi détendre sa politique de liquidité et qui va peut-être mettre un peu plus de liquidité dans les prochains mois. Didier Borowski, comment est-ce que vous analysez la séquence alors qu'on peut prendre depuis Jackson Hole finalement, puisque l'optimisme sur les marchés, pour ne pas parler d'euphorie, effectivement a été déclenché avec cet assouplissement monétaire anticipé de la Fed et vu depuis une seule fois d'ailleurs depuis Jackson Hole à l'heure actuelle. En complément de ce qui vient d'être dit par Nicolas et Enguerrand, je suis d'accord avec la plupart des propos qui sont tenus. Juste un point, d'abord sur le CAC 40, je reviens une minute et je reviens sur la Réserve fédérale ensuite. Sur le CAC 40,
40, pour moi, c'est davantage une normalisation. Ce qui était anormal, c'était de voir, depuis la mi-2024, une telle corrélation entre le spread souverain et le CAC 40. Et le CAC 40 était décoté par rapport à ses pairs européens. Et on observe une forme de normalisation dans un environnement où je suis bien d'accord avec ce qui a été dit, c'était largement dans les cours. Donc ça, c'est un premier élément. Et rappelez que dans le CAC 40, 80% des profits sont faits à l'étranger, en dehors de la France. Donc il n'y a absolument aucune raison de voir une telle corrélation entre la situation domestique et l'évolution de l'indice phare national. D'accord, ça, donc on revient à une situation normale. Oui, je pense. Et la situation normale, comme ça a été dit, elle est liée à des effets microéconomiques. La dynamique des profits est assez solide. L'économie mondiale apparaît particulièrement résiliente. Et donc on retrouve cette dynamique sur le CAC 40, qui est une dynamique porteuse sur beaucoup de bourses, simultanément. Oui, et il y avait une forme d'anomalie française. Et cette anomalie, elle est en passe d'être corrigée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, revenons maintenant aux États-Unis hier. Pourquoi, finalement, quand on voit des accidents qui seraient susceptibles d'inquiéter ou qui pourraient cacher des événements systémiques, pourquoi ils n'ont que très peu d'impact sur la volatilité? Parce qu'on n'a même pas atteint sur le VIX le niveau de 30. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire que même au pire du moment où cette mini-crise se matérialisait, les investisseurs n'étaient pas inquiets. Je crois qu'il y a une forme d'option gratuite à travers ce que la Fed va faire. Alors, je m'explique. C'est pas seulement depuis Jackson Hole. On sait que Powell va être remplacé, que la nomination de son successeur va venir normalement d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Et on sait également que Donald Trump va vouloir nommer quelqu'un qui est davantage en ligne avec sa vision. Et il y a eu une attaque en règle du secrétaire au Trésor américain Bessent sur la stratégie monétaire d'une réserve fédérale indépendante. Donc il y a vraiment une épée de Damoclès dont les investisseurs ne sont pas toujours très conscients. Une épée de Damoclès l'an prochain, c'est la perte d'indépendance de la réserve fédérale et une politique monétaire potentiellement beaucoup plus accommodante, alors même que l'inflation resterait au-dessus de la cible de la réserve fédérale. Alors qu'est-ce que ça veut dire du côté des investisseurs? On a une économie incroyablement résiliente. Un troisième trimestre avec une croissance qui a peut-être encore accéléré. Les investissements, la consommation, je reviendrai, et vous avez au même moment une banque centrale qui s'apprête à continuer de baisser les taux d'intérêt, et le risque, c'est d'avoir davantage baissé ces taux d'intérêt, alors que la croissance est résiliente et que, évidemment, vous avez des investisseurs court-termistes qui se disent, finalement, s'il y avait un accident, il y aurait des injections de liquidités de la Réserve fédérale. Regardez le sentiment dominant aujourd'hui, c'est de dire le QT, normalement, le quantitative tightening, il doit s'éteindre, normalement, d'ici la fin de l'année. Il y a déjà des rumeurs comme quoi la Réserve fédérale pourrait revenir sur son QT parce qu'il y a des problèmes de liquidité à court terme. Tout ça, ce sont des facteurs de soutien technique à des investisseurs court-termistes qui cherchent à naviguer sur la vague momentum, parce qu'il y a une dynamique de momentum qui est extrêmement puissante. On entend d'ailleurs des investisseurs dire c'est le moment de prendre du risque, puisque de toute façon, il y aura le parachute banque centrale, quoi qu'il arrive. Je crois qu'on revient malheureusement, parce que ça, c'est des choses qui peuvent provoquer ce qu'on appelle des boom busts, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu pervers dans cette dynamique. C'est si vraiment le momentum est nourri par des anticipations, entre guillemets, de free lunch, c'est-à-dire la banque centrale, quoi qu'il arrive, sera là, c'est pas des dynamiques très vertueuses, bien sûr. Sur le plan macro-financier. Mais toujours est-il qu'elles peuvent provoquer la dynamique récente. Donc il va falloir regarder de près, en effet, la nomination de ce nouveau président de la Réserve fédérale. Encore une fois, c'est pas pour cette semaine, ça peut venir d'ici quelques mois, pas nécessairement avant la fin de l'année, mais il y a fort à parier qu'il y ait une menace à venir sur l'indépendance de la Réserve fédérale. Et là, j'ai envie de dire, vous pouvez avoir à la fois des chocs sur les taux à long terme, à très long terme, une baisse du dollar, des pressions pour baisser le taux d'intérêt à court terme. L'un dans l'autre, je ne suis pas sûr que ce soit aussi positif que certains investisseurs ne le pensent sur la dynamique macroéconomique américaine. D'accord. Alors, et d'autant plus que je reviens sur le dernier propos, c'est un point essentiel. En effet, il y a un accroissement des inégalités évident aux États-Unis. Et je crois qu'il faut aussi dire que dans la dynamique de la consommation, il y a un effet richesse extrêmement puissant sur très peu de ménages. Très peu de ménages. Oui. Parce que et on ne fait pas une économie sur les bons ménages. C'est ça. Les 12 derniers mois, vous avez en accumulation patrimoniale nette aux États-Unis 10 000 milliards de dollars, dont 7 000 uniquement sur les actions d'entreprises listées. Et donc, même s'il y a une propension marginale à consommer très faible, et on fait l'hypothèse de 3%, vous arrivez à justifier facilement 0,2, 0,25 points de PIB de croissance. Enfin, on peut faire des calculs et on voit que même si c'est très peu de ménages qui détiennent les actions, en définitive, sur la consommation des ménages, c'est quelque chose qui est peut-être significatif. Et puis, il y a toute la dynamique de l'investissement qu'on voit. Et donc ça, il y a une espèce de cercle, si vous voulez, vertueux, où la richesse des ménages fait de la consommation, qui fait de la croissance, qui fait des profits. Et donc, on rentre dans cette boucle, mais
qui va atteindre ses limites à un moment donné, parce qu'on a en effet une dégradation de la situation financière pour de bon nombre d'autres ménages. Donc, un mot rapide, toujours avec vous, Didier Borowski, sur effectivement le sujet banque régionale la semaine dernière aux États-Unis. Comment est-ce que vous l'analysez ? Est-ce qu'on est sur le spectre de SVB qui a créé un petit peu de volatilité sur les marchés, mais qui a vite été résorbé, ou justement une volonté de ne voir que les bonnes nouvelles et de cacher un petit peu les mauvaises nouvelles, ou en tout cas de se dire que de toute façon, il y aura une intervention... c'est difficile à dire. A priori, c'est un choc idiosyncratique de notre point de vue. On ne l'a pas vu du tout comme étant un choc systémique, mais davantage comme un choc localisé. Maintenant, en effet, certains disent que ça peut cacher d'autres events. On n'est jamais à l'abri de quelque chose qu'on ne sait pas, d'une découverte. Mais je pense que l'attitude des investisseurs, c'est plutôt de se dire si cela devait arriver, la Réserve fédérale serait avec nous. Je crois que c'est ça le sentiment dominant, à tort ou à raison d'ailleurs, soit en passant, d'une Réserve fédérale qui ne s'inquiéterait pas de l'inflation vue comme étant un phénomène temporaire et serait prête à opérer des opérations de liquidité, plus potentiellement des baisses de taux d'intérêt pour stabiliser les choses. Enguerrand Artaz, à la lumière de tout ce qui a été dit, comment est-ce que vous vivez cette saison des résultats qui a débuté depuis une dizaine de jours maintenant ? Oui, comme je disais, cette saison des résultats, là, et ça rejoint les propos qui viennent d'être tenus. Ce qui a vraiment changé, c'est la manière dont sont rewardés les résultats. Et on voit que dès que les résultats sont un peu positifs, on a eu le cas, on pourrait reprendre LVMH la semaine dernière, les résultats étaient corrects, mais enfin, il n'y avait quand même pas de quoi sauter au plafond. Et on a eu une très forte hausse du titre, alors qu'il venait déjà de prendre 20% en ligne droite. Donc, il y a une vraie... je ne sais pas si on peut dire complaisance, mais en tout cas, il y a un vrai appétit pour le risque du côté des investisseurs. Il y a une recherche aussi, sans doute, d'aller chasser un peu tous les secteurs ou les valeurs qui ont été un peu délaissés sur le début de l'année. On voit que sur la dynamique, sur ce qui a très bien marché depuis le début de l'année, les banques, la défense, etc., ça s'essouffle un petit peu. C'est un peu cette tentation d'aller chercher ce qui avait moins marché depuis le début de l'année. C'est le cas du luxe, c'est le cas de la santé, c'est le cas de certains secteurs comme ça qui étaient en retard et qui finalement poursuivent cette dynamique haussière sur les marchés qui tient c'était très bien dit par Didier et par Nicolas, c'est un environnement dans lequel finalement on se dit qu'il n'y a que des bonnes nouvelles à venir et que les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles parce que ça veut dire plus de desserrement monétaire, même si je suis d'accord sur le fait que à long terme, c'est pas extrêmement sain comme réflexe. On est quand même revenu dans des marchés où on l'avait un peu perdu avec les annonces de Trump en début d'année. On était revenu sur un réflexe plus normal de ce qu'on dit bad news is bad news. Donc une mauvaise nouvelle économique est une mauvaise nouvelle pour le marché, ce qui est fondamentalement, normalement, la manière dont ça doit fonctionner. Là, depuis cet été, on est revenu sur la logique de bad news is good news. Donc une mauvaise nouvelle économique est une bonne nouvelle pour les marchés, puisque, notamment sur l'emploi américain, par exemple, une mauvaise nouvelle sur l'emploi veut dire plus de desserrement monétaire de la part de la Fed, à un moment où, effectivement, globalement, la croissance, certes, il y a une faiblesse sur l'emploi, il y a toute cette question, effectivement, d'une économie en cas. On parle de reprise en cas, c'est pas plus une économie en cas, parce que reprise, ça impliquerait qu'il y ait eu une faiblesse. Il n'y en a pas vraiment eu, mais effectivement, on a un accroissement énorme des inégalités, mais ça ne se voit pas, notamment dans les chiffres de croissance du PIB, ça ne se voit pas dans les chiffres de consommation. Donc, on a un environnement qui est relativement résilient. Et là-dessus, on va rajouter du carburant monétaire. Donc, pour les marchés, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être durable. Et pour revenir donc à votre question, finalement, là, cette saison des résultats, je pense qu'elle va être plus le motif à aller rechercher d'autres relais de hausse sur les marchés, plutôt presque qu'à vérifier si on a raison sur les questions du moment. On parlait, en préparant l'émission, de l'IA notamment. Est-ce que cette saison que j'ai pris le soin de ne pas aborder avant 20 minutes d'émission pour changer un peu de thème. Très vite parce que est-ce que cette saison des résultats va permettre de donner des réponses sur les questions de fond qui se posent sur l'IA, sur l'impact, on en parlait, sur l'emploi, sur cette circularité des investissements entre OpenAI et NVIDIA, un peu cette espèce de consanguinité des investissements, sur réellement le taux d'adoption de l'IA, dans quelle sphère, etc.
on n'aura pas les réponses sur cette saison des résultats, et je ne pense pas qu'on aura spécialement de mauvaises surprises. C'est déjà un sujet d'inquiétude pour les investisseurs quand on voit effectivement que la moindre annonce de partenariat, de commande sur plusieurs années suffit à faire envoler des cours de bourse, que ça tire les cotes, et notamment aux États-Unis. Ça suffit pour le moment, j'ai l'impression. C'est un sujet de questionnement, évidemment. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude ? J'ai pas l'impression, en tout cas pas suffisamment pour que la simple inquiétude fasse s'arrêter le mouvement. Pour l'instant, on est dans un contexte où on continue à se dire il va y avoir des investissements, ça va être bénéfique, ça va mener à des gains de productivité. On verra sur le long terme si vraiment c'est honoré, parce on peut prendre le cas d'OpenAI où finalement, à peu près les calculs qui sont faits aujourd'hui, on a 13 milliards à peu près de chiffre d'affaires. On a des engagements sur une décennie de dépenses qui sont autour de 1000 milliards. Donc le ratio, va quand même falloir les tenir. Mais ces questions-là, à nouveau, on n'aura pas les réponses sur cette saison des résultats. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le sujet du marché. Et le sujet, c'est plutôt de se dire où est-ce qu'on va retrouver finalement d'autres relais de hausse, peut-être des bonnes nouvelles sur des titres qu'on n'avait plus trop dans le scope. C'est plutôt ça qui va être l'enjeu, à mon avis, de cette saison des résultats. Nicolas Forest, avant d'aller au Japon avec Didier Borowski, un petit mot sur cette saison des résultats. Intelligence artificielle, effectivement, la thématique a tiré les cotes, alors j'allais dire depuis quelques mois, mais même depuis beaucoup plus longtemps. Et pourtant, quand on regarde effectivement ce qui nourrit aujourd'hui les performances, c'est Edenred, LVMH, General Motors. Enfin, on parle d'entreprises qui n'ont pas forcément de chiffre d'affaires en lien avec l'intelligence artificielle, qui ne le mentionnent pas forcément d'ailleurs dans leurs résultats. Donc il y a un nouveau carburant là sur le marché aujourd'hui où effectivement on regarde avant tout ce qui se passe du côté des plus grandes sociétés tech américaines. Je pense qu'il y a deux questions. La première question, c'est la question autour de l'IA, et on attend les publications des résultats. Nous, personnellement, nous sommes positifs sur cette thématique. Nous l'étions et nous le restons. D'accord. Si, euphorie quand même un petit peu à l'heure actuelle. Oui, est-ce qu'il y a de l'euphorie ? Donc il y a beaucoup d'analyses qui sont faites et que nous faisons pour déterminer est-ce qu'on peut comparer cette situation à la bulle, par exemple, des techs qu'on a connues dans les années 90-90. Il nous semble que la comparaison n'est pas valable aujourd'hui parce que ces entreprises, aujourd'hui, sont des entreprises qui sont plutôt solides, qui délivrent quand même des résultats. Et il nous semble que cette dynamique, au moins à court terme, va perdurer, même si vous avez raison qu'il y a des questions de long terme qui se méritent. C'est un peu comme la Fed, où Didier posait des questions de long terme sur l'indépendance de la Fed. Mais quelque part, au-delà des questions de long terme, si vous êtes américain, vous êtes content, vous êtes positif. Juste imaginez, mais c'est pour la parenthèse, qu'en Europe, on soit leader de l'intelligence artificielle et qu'on ait des entreprises qui fassent des résultats comme ça. Juste imaginez que la BCE perd son indépendance à court terme, mais elle va baisser en masse les taux pour... c'est un environnement où l'investisseur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions à long terme, c'est favorable. Mais à court terme, il a envie d'en profiter, l'investisseur. Donc, donc nous, on va regarder les résultats et il nous semble que pour l'instant, la dynamique, elle est plutôt porteuse aux États-Unis. La question que vous posez et ce à quoi vous faites allusion, c'est plutôt ce que nous regardons d'un point de vue, alors c'est peut-être un peu technique, mais facteur de risque ou facteur de style dans une gestion-action. Et dans une gestion-action, surtout en Europe, on constate que les valeurs de qualité défensives ont extrêmement sous-performé. Et le facteur qui a cartonné, c'est le facteur momentum. Mmh. Donc, c'est le facteur qui a cartonné dans tout ce qui est equity. Et donc, il y a énormément d'entreprises, il y a pas mal d'entreprises, y compris en Europe, qui sont des entreprises de bonne qualité, qui génèrent des cash flows solides et qui ont été extrêmement délaissées dans la cote. Parce qu'il y a eu un appétit pour jouer, justement, le momentum des earnings. Et donc, ce sont ces entreprises auxquelles vous faites allusion et auxquelles on peut parler dans la pharmacie. On parle de Nestlé, on parle certaines entreprises comme ça, qui ont du potentiel de rattrapage, je dirais, à court terme. D'accord. Est-ce que... alors, on est en automne, c'est pas l'hirondelle qui fait le printemps, mais voilà. Est-ce que, pour autant... on va avoir un rebond complet de toutes ces valeurs et qu'on est parti pour Noël comme ça avec que des cadeaux, je ne sais pas, je ne le crois pas forcément. Je pense que pour l'instant, la tendance de long terme, reste la tendance de la technologie qui tire les valeurs et c'est principalement une histoire américaine. C'est cette tendance-là qui, selon nous, peut quand même continuer à perdurer, même si à un moment donné, ça va poser certaines questions.
et à court terme du rattrapage, mais il nous semble que pour l'instant, ce rattrapage, il est un peu technique, parce que les valorisations étaient un peu délaissées. Il faudrait un environnement un peu plus favorable pour que ce type de valeur continue à performer. Un soutien de la BCE, par exemple? Voilà. Alors, je taquinais Didier sur l'histoire de l'indépendance, parce que je rejoins évidemment les inquiétudes de long terme, mais quelque part à court terme, si on a Miran, président de la Fed, et qui dit « je baisse 4-5 fois », pour nous, investisseurs européens, c'est un problème à cause du dollar. Mais s'il, je dirais, combine cette politique agressive de baisse de taux avec une politique intelligente de gestion du bilan et des maturités longues, c'est un environnement qui, à court terme, au moins, est quand même pas défavorable pour la bourse américaine. Voilà. Et du côté de la BCE, nous, la BCE, on s'attend à une ou deux baisses dans les 12 prochains mois. D'accord, ce qui n'est pas du tout le scénario annoncé aujourd'hui. Tout à fait. Nous, je dirais simplement modulo le dollar, parce que dans ce type de configuration, on aurait une chute du dollar. Et historiquement, les premiers investisseurs qui sont prêts à se positionner sur des marchés actions étrangers parce que le dollar baisse, c'est les investisseurs américains. Oui. Donc les investisseurs américains pourraient paradoxalement, dans ce type de configuration, vouloir diversifier leur portefeuille. Ils sont par nature et surexposés aux actions américaines. S'ils pensent qu'en réalité, les actions américaines peuvent corriger et que le dollar est amené à se déprécier en raison justement de la perte d'indépendance de la Réserve fédérale, ils pourraient se positionner sur d'autres marchés actions. Donc en définitive, on pourrait avoir une diversification qui porte les autres. Bon, et qui porte potentiellement les marchés européens. Voilà. Pas que, ou émergents. Enfin bon, quelque part, en tout cas, je dirais qu'en effet, il y a, de toute façon, il y a des questions de très long terme vis-à-vis de l'inflation, vis-à-vis de la stabilité des taux longs. Mais je veux dire par là qu'il faut pas, je veux pas être juste binaire en disant on est indépendant, c'est le bien, on est un peu moins indépendant, c'est le mal. Et moi, je trouve de toute façon, avec Trump, c'est la Trumpification de la Fed. Powell n'est de facto plus indépendant. Et voilà, donc on est déjà dans ce monde-là. Et pour répondre sur la BCE, peut-être une ou deux baisses. Ça, c'est le mieux qu'on pourrait espérer, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Didier Borowski, en réaction à tout ce qui a été dit avant le Japon. Je dirais simplement sur la Banque Centrale Européenne, elle restera indépendante, ça c'est clair. Je crois, nous on pense qu'il y a la matière à baisser ses taux d'intérêt, ce qui n'est pas du tout... Pour la BCE, là on parle de la BCE. Ses taux d'intérêt au premier semestre de l'an prochain, on s'attend à 2 baisses de taux d'ici le printemps prochain. Et ça nous semble tout à fait probable. Pourquoi ? Mais alors qu'on est d'accord qu'on n'a pas du tout été, il n'y a pas d'indice qui laisserait entendre cela à l'heure actuelle. Mais la croissance est quand même assez plate, à court terme quand même, il faut s'attendre à... L'Allemagne, ça va finir par repartir, mais pas nécessairement dès le début 2026, parce qu'il y a un peu de retard à l'allumage sur les plans d'infrastructure. La France va connaître son choc d'incertitude qui peut peser sur la croissance à court terme. Donc, il ne faut pas s'attendre à un boom économique, même si l'Europe peut se reprendre dès l'an prochain. Donc, et l'inflation va être très nettement en deçà de la cible de la BCE. Donc, l'un dans l'autre, croissance qui est un peu molle à court terme, plus une inflation sous contrôle. Et si jamais la Réserve fédérale décide d'en faire davantage, ça mettra de la pression pour la BCE pour délivrer, de notre point de vue, de baisse de taux supplémentaires. Bon, ça, c'est en incise. Et ça, en corollaire de cela, il pourrait y avoir, en effet, vu que c'est pas anticipé, un effet favorable sur certains segments des actions. Et on pense notamment aux petites et moyennes capitalisations qui sont historiquement très favorables, parce qu'elles sont plus évidemment sensibles à la dynamique interne. Et si bien sûr. Cette logique de baisse des taux d'intérêt, ça pourrait porter un peu des investisseurs à se porter, en tout cas sur ce segment de la cote qui est attractif. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Et ça, je pense que il faut l'avoir à l'esprit. On est dans un environnement où c'est pas seulement les États-Unis et l'Europe. Vous avez un bon nombre de pays émergents qui peuvent aussi baisser leur taux d'intérêt, et c'est des arguments qui sont très porteurs pour certains instruments obligataires. Il faut être clair là-dessus. À part le Japon, alors. Justement. Alors, Sanae Takaichi qui devient Première ministre, du coup, comment est-ce que vous analysez la séquence ? C'était pas évident, finalement, Didier Borowski. Non, c'était probable, mais c'était pas évident. Alors, 2 mots, c'est quand même une rupture majeure dans la politique nippone, puisqu'on a une rupture de l'alliance historique entre PLD, son parti, et puis le Komeito, qui était un parti de centre-droit, et elle a décidé de s'allier avec un parti d'extrême droite. Donc, il y a une rupture majeure au sens politique domestique japonaise, et qui aura un impact, parce que fondamentalement, elle est positionnée sur une politique de stimulation budgétaire. Elle veut renouer avec Abenomics, c'est-à-dire sortir, s'extirper et faire des investissements, notamment aussi du côté de la défense, parce qu'il faut avoir en tête que l'une des raisons pour lesquelles elle a rompu avec le Komeito, c'est aussi des problématiques nationalistes. Elle est sur une vision extrêmement nationale, sécuritaire, qui implique des dépenses de défense accrues.
Maintenant, le problème que les investisseurs n'ont pas... Alors, on a eu, et c'est vrai, c'est pas du tout la même chose qui se passe sur les taux d'intérêt. C'est ça qui est intéressant sur les taux d'intérêt de change que ce qui se passe dans le reste du monde. Le yen s'est beaucoup déprécié, alors que c'est l'une des devises les plus sous-évaluées. Bien sûr. Donc, personne ne s'attendait à une dépréciation aussi marquée. On gravite entre 100 et 152 sur le dollar yen. Vraiment, personne ne s'attendait à ça il y a quelques semaines. Ça, c'est un premier élément. Les taux repartent à la hausse, et puis les actions ont bondi de façon assez rapide. Tout se passe du point de vue des investisseurs comme s'il était clair que l'agenda qu'elle met en avant soit voté par le Parlement. Mais sauf que c'est un gouvernement de minoritaire. C'est une coalition extrêmement fragile. Le gouvernement est minoritaire. Il n'est pas du tout sûr que ce qu'elle dit puisse être mis en œuvre. Et par conséquent, ce qu'on peut craindre, c'est une surréaction du côté des actions japonaises, parce que ça va être beaucoup plus difficile à mettre en place que ce que les investisseurs pensent. Et de la même façon, peut-être probablement une surréaction du côté du yen. Alors, quelle est l'idée du côté du yen? C'est que les investisseurs se disent, finalement, s'il y a davantage de stimulation budgétaire, la Banque centrale japonaise sera obligée, d'une façon ou d'une autre, de renouer avec une forme de QE pour soutenir la dérive budgétaire. D'accord. Donc, on en revient au sujet d'indépendance. On revient au sujet... Mais alors, si vous n'avez pas cette expansion aussi forte, il n'est pas du tout évident que la Banque centrale japonaise soit obligée de faire du QE. Je pense que la dépréciation du yen, elle est probablement liée à cette anticipation d'un policy mix de cette nature. D'accord. Il y a quelque chose, en tout cas, qui tourne autour de ces anticipations, qui permet d'expliquer à la fois la baisse du yen, la montée des actions... Si je comprends bien, et si je résume ce que vous dites, ça veut dire que les marchés achètent le scénario d'une dépense publique massive qui viendrait tordre le bras à une banque centrale qui serait obligée de soutenir l'économie. Je pense qu'il y a cette idée derrière la dépréciation du yen concomitante, avec la montée des actions japonaises. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, qui est peut-être exagéré. Donc il faut même s'il y a des raisons fondamentales à l'appréciation de la cote japonaise, parce qu'il y a un mouvement mondial, on a parlé de momentum, etc. Il faut faire attention à un effet de distorsion qui serait lié à un excès de pricing, entre guillemets, d'une politique qui ne va pas être facilement mise en œuvre. Alors, je mets sur la table un sujet qui a déjà été beaucoup évoqué, mais l'once d'or à $4 400, est-ce que c'est un indice pour comprendre un petit peu, effectivement, ces dualités que vous évoquez? L'or, je crois que tout le monde en parle, mais c'est devenu une valeur refuge. C'est plus simplement une valeur refuge pour les grandes banques centrales, c'est aussi vécu comme une valeur refuge pour des investisseurs institutionnels. Ou une valeur de couverture. Oui, une valeur de couverture aussi. Et par conséquent, là, on rentre aussi à nouveau dans des logiques de momentum. Ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup de flux ETF qui vont vers l'or aujourd'hui, quand c'était hier ou avant-hier, davantage des grands investisseurs. Et là, cette logique de momentum et de diversification de portefeuille dans une optique de couverture peut précipiter l'or à des niveaux beaucoup plus élevés, alors que l'offre est assez... Parce que ça veut dire qu'une demande supplémentaire peut se matérialiser dans les années qui viennent, face à une offre qui va être assez inélastique ou assez peu élastique. Et donc, cet écart entre la demande qui a un potentiel d'augmentation assez élevé et une offre assez inerte peut, en effet, légitimer la poursuite de la montée du prix de l'or. Mais ça ne repose pas sur un modèle fondamental. Vous voyez, c'est le réalisateur. C'est si les investisseurs sont vraiment convaincus que c'est une valeur refuge ou une valeur de couverture, alors oui, en effet, il y a encore une possibilité de voir les prix de l'or grimper. Et je ne parle pas du Bitcoin, mais bon, Enguerrand Artaz, sur ce qu'on se dit effectivement sur cette progression de l'or dans le contexte effectivement qu'on a évoqué depuis le début. Et on n'a pas évoqué tous les sujets, notamment le shutdown aux États-Unis, ce qui fait que la Fed prendra sa décision en manquant de certaines statistiques. Mais comment est-ce que, en conclusion un peu de cette émission, vous regardez la séquence? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé d'ailleurs que vous regardez aussi dans les marchés à l'heure actuelle? Non, mais pour revenir surtout sur l'or, je pense qu'effectivement c'est un sujet intéressant, et ça. D'ailleurs, ça dépasse l'or, parce qu'on pourrait parler de l'argent, on pourrait parler du platine. En fait, c'est un mouvement qu'entraînent les autres métaux précieux qui, eux, ne bénéficient pas en plus du flux acheteur des banques centrales. Les banques centrales n'achètent pas d'argent, pour des raisons notamment physiques de stockage, parce que entre la valeur de l'once et puis la densité de l'argent, ça demande beaucoup plus de place de stocker la même valeur en argent qu'en or. C'est essentiellement la raison pour laquelle elles n'en achètent pas. Et donc, c'est plutôt des phénomènes, effectivement, de flux, de volonté de diversification, et en plus qui prennent place sur des actifs qui sont limités. L'or, on va sûrement atteindre le pic de production cette année ou l'année prochaine. Le pic de l'argent, il a été atteint en 2019. Donc on a une rareté de ces métaux, et on a des flux massifs qui arrivent comme volonté de diversification en dehors du dollar, entre autres.
en dehors aussi des autres classes d'actifs. Quand on voit le niveau de valorisation des actions, et même si on est positif, on se dit que ce n'est pas forcément une mauvaise idée de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, parce qu'on parle des valorisations qui sont très élevées aux États-Unis, mais c'est le cas sur quand même beaucoup de marchés aujourd'hui. Donc, il y a cette recherche aujourd'hui de classes d'actifs alternatives, et les métaux précieux, d'une manière générale, jouent ce rôle-là. Et c'est les seuls à l'heure actuelle ? Alors, il y a d'autres, effectivement, on pourrait parler des cryptos, etc. Mais je trouve quand même intéressant ce qui s'est passé, alors pas ce vendredi précédent, au moment de l'annonce par Trump des potentiels droits de douane à 100% sur la Chine. On a vu quand même, à tous ceux qui pensent que le Bitcoin, c'est de l'or numérique, on a vu que dans les phases de stress, ça réagissait pas tout à fait pareil. L'or a pris 2%, le Bitcoin en a perdu 10%. Donc, il y a quand même, on voit que dans les phases de stress, il y a une certaine recorrélation quand même des cryptos avec les actifs à risque, et plutôt qu'avec l'or. Mais effectivement, ça traduit aussi cette dynamique sur les cryptos, une recherche aussi de décorrélation, même si elle est sans doute un peu factice. Mais c'est effectivement, pour en revenir à ça, on a clairement aujourd'hui une volonté de se prémunir de peut-être une perte de la valeur repère du dollar, de se prémunir de l'instabilité géopolitique, de se prémunir peut-être d'autres risques, des risques de bulles, des risques de crédit, de tous les risques qu'on a évoqués au début finalement. Les métaux précieux deviennent l'actif naturel en tout cas pour hedger ce risque-là. Nicolas Forest, rapidement, même question, qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué, que vous regardez également dans le marché à l'heure actuelle, ou alors effectivement en réaction sur l'or, ou ce que ça nous dit de la situation actuelle ? On peut en parler des heures. Moi, je ne sais pas, je pose juste la question, est-ce que c'est vraiment une valeur refuge encore ? Je veux dire, c'est un statut de valeur refuge, mais est-ce que le côté un peu spéculatif et la forte remontée qu'on a peut interroger quand même à un moment donné, on pourrait envisager un scénario où les taux remontent aux États-Unis et à un moment donné, l'or peut aussi à un moment donné baisser, quoi. Donc et peut-être pas dans les mêmes environnements qu'on a connus, voilà. Donc, qu'est-ce que moi je regarde le plus ? On a parlé des résultats. Je crois que ça c'est le point le plus important. Il y a les banques centrales qui vont arriver, et moi ce qu'on va surtout regarder, c'est aussi un peu tous les petits signaux de court terme sur les banques régionales, sur la dette privée. Voilà, c'est ça qu'on va regarder. C'est plutôt le micro, pour l'instant, nous, sur lequel on est attentif. Ça me passe d'abord parce qu'il y a beaucoup de données macro aux États-Unis. Bien sûr, oui. Mais surtout parce que, voilà, on a dressé le portrait de l'environnement, on a parlé des banques centrales qui étaient là. Donc, c'est plutôt le micro qu'on va suivre avec attention sur les publications des résultats, sur la capacité de financement. C'est plutôt ça qu'on va regarder avec attention dans les prochains mois. Mais on est dans un environnement où nous, on est constructif pour l'instant, constructif et assez diversifié, voilà. Didier Borowski, même question. Qu'est-ce que vous regardez à l'heure actuelle d'un point de vue économique, géopolitique ou financier ? On regarde du côté de l'Union européenne également ? Oui, alors dans un ordre tout à fait différent. En effet, à la semaine, je pense qu'il va falloir regarder de près le Conseil européen qui se tient les 23 et 24 octobre, puisque va être discuté à nouveau le plan d'un méga prêt à l'Ukraine de 140 milliards d'euros qui serait fait par l'Union européenne, adossé sur les réserves de change russes. Alors, c'est pas une confiscation de sorte que le montage juridique, un peu complexe, il faut le dire, permettrait potentiellement de les mettre en collatéral pour garantir cette dette et de faire que l'Ukraine rembourse une fois que les Russes les indemnisent. Donc, tout ça est évidemment un montage, entre guillemets, spéculatif sur l'avenir, mais qui permettrait en effet à l'Europe de prendre un tournant et d'assurer le financement de la guerre en Ukraine au moment même où les États-Unis se retirent peu à peu du financement de la guerre et un cessez-le-feu tel qu'il est envisagé par Donald Trump ne changerait absolument pas la donne sur le plan de la sécurité de l'Ukraine. Donc ça, c'est un point essentiel à regarder. Pourquoi ? Parce que tout simplement, évidemment, en condition de ce prêt, ce serait des dépenses uniquement militaires et ce serait essentiellement des dépenses qui seraient adressées à l'Europe. Donc le montage juridique fait qu'aussi ça contraindrait les Ukrainiens à se tourner d'abord vers l'Europe pour financer. Donc ça renoue avec toute la thématique défense, sécurité de l'Europe, tournant stratégique, autonomie stratégique, etc. Et donc je pense que c'est une thématique au long cours, mais qu'à la semaine, je pense qu'il va être intéressant de voir, puisqu'on avait hier Kallas à l'échelle européenne qui s'occupe de la politique étrangère, qui disait qu'il y avait une large majorité de l'Union européenne qui se dégageait en faveur de ce plan. Alors le montage juridique est complet.
je ne suis pas certain qu'il soit prêt pour la fin de la semaine. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'on puisse le passer à la majorité qualifiée. Donc ça pose des problèmes. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose qu'il va falloir, à mon sens, regarder de près. À suivre du coup pour la fin de la semaine. Merci messieurs, merci Didier Borowski, responsable recherche politique macro chez Amundi Investment Institute. Merci Nicolas Forest, directeur des investissements de Candria. Merci Enguerrand Artaz, stratégiste et gérant au sein de la financière de l'Échiquier. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème.